Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. La Chambre des comptes de la Cour suprême a livré son rapport au thème de la mission à elle confiée en juillet 2020 sur la gestion des fonds de la lutte contre Covid-19. Dans une correspondance au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et abondamment relayée sur les réseaux sociaux, le ministre d'État, secrétaire général, la présidence de la République, faisant tenir thermocopie du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême relatif à l'audit des fonds affectés à la lutte contre le coronavirus, répercute les hautes directives du président de la République prescrivant l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des cas de malversation financière révélés. Le ministre de la Santé publique, sur qui les critiques se cristallisent et sur qui de forts soupçons de malversation financière continuent de peser, a, à plusieurs reprises, donné des informations sur l'utilisation de ces fonds. En juillet 2020, il déclarait que 22 milliards avaient été dépensés depuis l'apparition du premier cas de Covid en mars de la même année. Ces dépenses, toujours d'après Manaouda Malachi, atteindront 34 milliards en décembre 2020. Pour le député Jean-Michel Nietzsche, il manque de traçabilité dans la gestion des fonds Covid. Il évoque notamment des surfacturations criardes lors de l'achat du matériel sanitaire. Le député Vouri Est n'hésite pas à soupçonner certains de profiter, je vais le citer, de la détresse des Camerounais pour s'enrichir et enrichir la mafia qui s'est constituée autour de ces derniers. Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé, tout de suite après le débrief du journal. Malversation financière autour des fonds Covid, le temps de l'enquête judiciaire. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Maître Augustin Gueffa. Bonsoir Maître, bienvenue une fois de plus. Serge Alain, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Monsieur Jean-Michel Nietzsche, député de la Nation. Voilà. Bonsoir Vincent de Poliédé. Bonsoir Serge Alain, je salue mes copanélistes et vos multiples téléspectateurs. Voilà. À côté de vous, on va dire qu'il est revenu ce soir. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge Alain. Edmond Pioté. Merci. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox et principalement d'Equinoxoir. En face, Docteur Louison Isomba. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Je voudrais saluer le club OADA de l'Université de Douala pour cette belle journée récréative et culturelle qu'ils ont tenue depuis lundi. Et je pense que ça c'est en train de bien se passer. Je salue également tous les fan clubs. Oui, j'allais justement demander, c'est le fan club Dr Louison Isomba de l'OADA ou bien... Non, maintenant des Philippines, ils sont nombreux là-bas. Ah, les Philippines? Oui, très nombreux aux Philippines. Ah, ok. Et d'ici la semaine prochaine, j'irai installer le fan club Dr Isomba à Bonabéry. Je crois que nous serons ensemble. Vous allez m'accompagner dans cette bleu d'émission. Docteur Louison Isomba, oui. La Chambre des comptes, c'est quoi? Alors, il faut pouvoir indiquer que beaucoup d'États africains ont choisi l'expression la Cour des comptes. Mais pour réduire ses compétences, pour les encadrer, finalement, le Cameroun a choisi la Chambre des comptes. Alors, il faut pouvoir indiquer que la Cour suprême, qui est la haute juridiction de l'État du Cameroun, est donc structurée autour de 3 chambres. La Chambre administrative, la Chambre judiciaire et la Chambre des comptes. Alors, la Chambre des comptes, c'est quoi? Tout simplement, c'est une chambre, une juridiction financière qui joue un rôle capital dans, d'abord, ainsi que l'indique l'article 41 de notre Constitution, la Chambre des comptes procède au contrôle et au jugement des comptes des comptables publics. Et l'article 2 de la loi du 21 avril 2003 précise très clairement que
ces comptables émanent de l'État, des établissements publics, des collectivités territoriales décentralisées, des entreprises publiques. Et même il y avait eu un problème sur les comptables des sociétés mixtes et parapubliques. Alors, la Chambre des comptes en a décidé sur sa compétence matérielle que une fois qu'il y a la gestion des deniers publics, la Chambre des comptes se déclare compétente. Donc c'est pourquoi, même au niveau des sociétés mixtes, la Chambre des comptes est compétente. Maintenant, au-delà de cette fonction juridictionnelle, la Chambre des comptes a une fonction extra-juridictionnelle. C'est-à-dire, elle donne ses avis sur les projets de loi sur la loi des finances de règlement. Elle intervient également au niveau des audits, parce que c'est la Chambre des comptes qui fait dans les certifications des audits. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe quand un audit a été fait pour la véracité, pour l'efficacité, et surtout pour les questions de sécurité de cet audit, la Chambre des comptes s'est saisie pour faire on peut appeler ça une contre-expertise et dévoiler son verdict, comme c'est le cas aujourd'hui pour le problème que nous avons sous la main. Alors, pour donc dire tout simplement que la Chambre des comptes est le gardien de l'ordre public financier au Cameroun. C'est-à-dire qu'une fois que les malversations sont portées sur le crédit public, sur les deniers publics, la Chambre des comptes intervient justement pour assainir tout cela. Edmond Kouyaté, pour vous, c'est, on va dire, un ouf de soulagement. Est-ce qu'il y a eu trop de débats autour de ces fonds? Est-ce que ce premier jet contribue à peser les cœurs? Est-ce qu'on peut le dire ici? Oui. Disons que ça fait quand même longtemps que les Camerounais, dans leur ensemble, ont l'impression que leur argent, parce qu'il faut le dire, quand on parle de deniers publics, c'est ce qu'on appelle encore l'argent du contribuable. Et donc, les Camerounais ont l'impression que leur argent est dépensé sans reddition de compte et sans que les personnes qui sont en charge de dépenser cet argent n'aient à leur rendre des comptes. Et donc, avant même l'opération liée, n'est-ce pas, à la pandémie de Covid-19, vous allez voir que les Camerounais ont crié leur colère face à certaines opérations qui ont été, n'est-ce pas, je veux dire, indexées comme ayant fait l'objet de malversations financières. On peut parler de la CAN? On peut parler de la CAN, on peut parler de certains projets, notamment, par exemple, les projets dits structurants. On peut également parler de plans d'urgence. Ce sont des opérations qui ont mobilisé des gros montants, des grosses sommes, n'est-ce pas, sans que jamais, et parfois, et très souvent, le problème des Camerounais, il faut le dire, c'est que le résultat escompté suite à ces opérations n'est pas toujours très bon. Par exemple, si vous demandez aux Camerounais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez de manière palpable toucher, n'est-ce pas, je vais dire, les résultats des projets structurants? Ce sera de façon mitigée qu'ils vont répondre. Si vous demandez aux Camerounais de vous dire quels sont les résultats, par exemple, du plan d'urgence, je crois qu'ils vont beaucoup hésiter pour le dire, mais à chaque fois, ils entendent que des gros montants sont sortis, mais sans que jamais ils ne voient le résultat. Et donc, l'opération de Covid-19 était simplement une opération de trop, et il faut le dire que cette fois-ci, ce n'est pas resté intramuros, c'est extramuros parce que les acteurs, les partenaires multilatéraux, notamment le FMI et la Banque mondiale, et un certain nombre d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales, ont un peu mis le doigt sur la chose pour dire ici, le Cameroun a bénéficié des fonds pour, n'est-ce pas, répondre à la crise, à la pandémie, mais jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas véritablement ce qui a été fait. Et donc, c'est pour ça que certains de ses partenaires, notamment le FMI, il faut le dire, parce que nous sommes, il faut le savoir, peut-être beaucoup de Camerounais l'ont ignoré, depuis 2016, le Cameroun est sous un programme d'ajustement structurel avec le FMI. Ça, il faut le savoir, nous n'en sommes pas encore sortis. C'était un programme triennal qui était supposé se terminer en 2019, mais nous n'en sommes pas encore sortis parce que nous n'avons pas encore satisfait toutes les exigences en la matière, pas seulement le Cameroun, mais l'ensemble des États de l'Afrique centrale. Vous vous souvenez, c'était à l'époque, après le sommet extraordinaire qui s'est tenu à Yaoundé en présence de Christine Lagarde et de Michel Sapin. Et donc, le FMI, lorsque la crise est arrivée, le FMI et beaucoup d'autres organisations ont dû
permettre au Cameroun, n'est-ce pas, de bénéficier de certains fonds pour faire face, n'est-ce pas, à cette Covid. Mais ils ont l'impression aujourd'hui qu'il y a eu une opacité terrible dans la gestion de ces fonds et c'est pour ça qu'ils ont dû taper le poing sur la table pour exiger qu'il y ait des comptes avant, n'est-ce pas, qu'ils ne puissent encore mettre la main dans la bourse. C'est ce qui a d'ailleurs poussé le chef de l'État à demander à son secrétaire général de demander, n'est-ce pas, des comptes. Vous avez vu que, oui, d'accélérer, vous avez vu que dans une note antérieure, le SGPR demandait déjà au MINFI de mettre débloquer 32 millions justement pour demander au compte Supé, pour que les agents du compte Supé, n'est-ce pas, se déploient pour essayer de faire un audit, de voir comment est-ce que ces fonds avaient été gérés. À l'époque, il faut le dire que beaucoup criaient déjà des malversations. Vous avez cité un nom qui est resté très célèbre dans cette opération, notamment l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui à son époque, avec à la limite de ses moyens, avait fait une petite enquête et déjà démontrait qu'il y avait une gestion pas très saine, n'est-ce pas, au niveau du ministère des Finances. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que vous allez vous rendre compte que la Chambre des comptes s'est déclarée compétente justement parce que cela va au-delà du ministère des Finances. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, de ministères qui sont impliqués. Je crois que ce matin, c'est la nouvelle expression qui parlait du Covid Gate, justement parce que c'est un scandale à vaste échelle, à très grande échelle, qui implique plusieurs départements ministériels. Et en dehors de départements ministériels, il y a également beaucoup d'autres acteurs sociaux, notamment ceux qui étaient les prestataires, n'est-ce pas, de l'État dans le cadre de cette opération Covid-19. Vincent de Polier, beaucoup de ministères impliqués, beaucoup de prestataires, comme il a dit. Il y aura assez de place pour tout le monde dans nos pénitentiaires, là? Je ne présage pas encore de ce que sera le résultat des différentes enquêtes. Est-ce que c'est normal qu'il y ait tous ces audits autour du Covid? En réalité, des audits du côté du ministère de la Santé? Oui, c'est normal? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous savez, lorsqu'on vous a confié une responsabilité, vous avez l'obligation de rendre compte. Or, les gens ne se sont pas toujours comportés de cette manière. C'est dommage que c'est les autres qui viennent nous mettre la pression pour qu'on se retrouve en train de rendre compte et de mettre la justice au pas. Parce que là encore, la justice ne s'est pas auto-saisie de ces différents cas, mais on lui demande de se mettre en branle. Ça, c'est des choses qu'on déplore quand même. Mais nous disons que l'État lui-même, dans sa manière de fonctionner, a créé des conditions pour que ce genre de choses puisse se faire. Vous voyez, entre mars et juillet, il n'y a pas une procédure qui est validée pour la gestion de ces fonds-là. Tout s'est fait dans l'urgence. La passation des marchés s'est fait dans l'urgence, sans aucun contrôle. C'est en juillet que le Premier ministre donc valide un protocole pour commencer à faire des décaissements. Mais nous disons déjà que l'État lui-même, lorsqu'il met sur pied une mercuriale qui en réalité contribue à piller ses fonds, nous avons vu les montants dont a fait allusion notre honorable Nitieux, où c'est pas les gants de 500 francs en pharmacie coûtaient 10 000. Quand l'État lui-même organise déjà cette manière de fonctionner là, en réalité, il se tire une balle dans le pied. Et en même temps, on va donc retrouver des fonctionnaires, être des prestataires. On va trouver des fonctionnaires en train de créer un certain nombre d'obstacles, convaincus de ce que même ces prestataires-là prouvent largement leur compte dans les différentes opérations qui leur viennent poser. Donc, c'est tout à fait normal qu'on demande des comptes et justement qu'on regarde de près ces comptes-là. Moi, ce que je pense, c'est que il sera difficile de dire directement que un ministre est concerné, mais plutôt un ministère et des multiples acteurs à divers niveaux de responsabilité.
Vous savez, il y a un journaliste qui a été traîné dans un commissariat parce qu'il dénonçait déjà ces choses-là. Il y a d'autres ministères en dehors du ministère de la Santé qui étaient déjà impliqués, qui de prime abord n'avaient rien à voir avec la gestion des fonds Covid. Donc, let's wait and see. Voilà. Maître Augustin Gueffak, vous avez salué le député Jean-Michel Nitche. Et je crois que Jean-Michel Nitche a été celui-là qui, lorsqu'il a commencé cette bataille, il a été taxé, on lui a donné tout le nom d'oiseau de notre... Est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes-là qui ont taxé l'honorable Nitche d'avoir la mémoire sélective, vous vous souvenez? Comment ces personnes-là peuvent se sentir aujourd'hui? Ces gens-là, je demande aux différents députés que chacun regarde ses enfants au moment où cette émission passe, et réécoute l'honorable Nitche et se demande ce qu'il fait au Parlement. Parce que le pays se meurt. Il se meurt à petit feu et c'est eux qui cautionnent. La réalité de ce dossier, c'est que le robinet est en train de se fermer. Le seul pourvoyeur du cash flow, le Fonds monétaire international, parce que toutes les usines au Cameroun, rassurez-vous, sont à terre. À tous les carrefours au Cameroun, vous trouvez une concurrence entre la douane, la police, les mairies, pour collecter qui 1000 francs, 500 ou 300, parce qu'il n'y a plus d'argent. Aucune usine ne fonctionne, aucune activité ne fonctionne. Alors, les voleurs de la République ont une seule source, les financements qui viennent de l'extérieur. Il y avait un seul pourvoyeur, et l'unique pourvoyeur, le Fonds monétaire international, s'est réveillé et dit: pour que je vous donne la prochaine tranche, vous devez me montrer patte blanche. Donc le robinet petitement est en train de se refermer. Vous voyez que sans attendre la réponse, nous sommes déjà devant la justice. Parce qu'il faut vite faire pour convaincre le Fonds monétaire international de libérer les fonds. Or, personne n'est dupe. Vous allez voir que ce qu'on va attraper, j'ai vu tout à l'heure circuler un chef service qu'on vient de sanctionner dans un ministère, je crois, de la Santé, pour avoir au motif de corruption. Oui, on cherche déjà les boucs émissaires. Or, revenons à nos moutons. Au commencement, on est venu à Douala, on a fait l'inventaire des cliniques déjà installées, aptes à recevoir les subventions de l'État pour soigner jusqu'à la fin de cette pandémie le moindre malade. Mais comme ce n'était pas la bonne porte pour siphonner les fonds de l'État, on a créé un camp qui parmi nous ici a mis pied au stade Mbappé-Lépé pour voir ce qui s'était passé là-bas. Imaginez les milliards qu'on est allé immobiliser là-bas. On a encore tout démonté sans soigner quelqu'un. Au stade Mbappé-Lépé, on n'a pas subventionné ces cliniques. L'argent est fini. C'est de ça qu'il est question. Il faut que ce soit de façon simplement expliquée pour qu'on comprenne quelle est l'urgence. Vous voyez, le Premier ministre, le secrétaire général de la présidence, il ne sait pas comment faire pour convaincre, pour dire pourquoi c'est parti si vite. Il demande au consuper de lui donner un rapport. Entre-temps, c'est la Chambre des comptes qui dit: moi voici, dans les 30 secondes, on a saisi le ministre de la Justice. Alors, nous allons voir si la célérité de la justice va convaincre le Fonds mondial pour débloquer dans les jours qui suivent. La tranche qui fait problème, c'est que toutes les caisses sont vides. Voilà la réalité des problèmes. Pourquoi j'ai félicité monsieur Jean-Michel Nitche? Vous savez, on peut tromper tout le peuple un temps. On peut tromper le peuple tout le temps, mais on peut, un temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Il y aura toujours quelqu'un qui à un moment donné va dire: je me livre pour qu'on voit la vérité. Monsieur Jean-Michel Nitche s'est livré. Tête baissée, chacun de nous relèvera la tête pour dire qu'est-ce que ce monsieur a vraiment dit. Et quand chacun lit son pamphlet, nous devons avoir honte de nous-mêmes. C'est la réalité. Ce n'est pas encore culpabilisé, ce n'est pas encore définitif,
Mais tout le monde voit la machine. Alors, si le président de la République est incapable de lui-même de présenter le rapport de l'argent qu'il a reçu du Fonds mondial, du Fonds monétaire international, si le secrétaire général ne peut pas obtenir le rapport du Conseil du contrôle supérieur de l'État, alors si le ministre lui-même ne peut pas rendre compte à celui qui l'a nommé, si c'est la Chambre des comptes qui doit lui mettre la pression, si on doit passer par la justice pour avoir les comptes, oui, c'est trop long. C'est trop long. Entre-temps, les Camerounais meurent. Entre-temps, les Camerounais meurent. Voyez-vous, au Cameroun, à l'heure actuelle, plus personne ne veut réaliser ou bien passer un test Covid. Parce que vous ne savez pas si ce sera vrai ou faux. Vous allez à Bonassama, c'est bon. Vous venez à Deido, c'est pas bon. Vous allez à Bonamoussadi, le même jour, vous allez à Bonamoussadi, on vous dit de repasser. C'est-à-dire que vous retournez chez vous vraiment indécis. Il faut que ça cesse, il faut que ça change. Et quand nous disons c'est grave, on se dit, ah, ça c'est l'opposition. Ah, ça c'est le MNC. Là, ce n'est pas le RMC. Nous attendons voir ce que ça va donner. Merci. Docteur Louison Issoumba, c'est clair, on dit enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices. C'est quand même énorme là. Bien entendu, Serge-Alain, nous sommes là dans, comment je vais qualifier ça, de l'un des scandales financiers les plus prégnants que le Cameroun n'ait jamais connus. Et quand on voit aujourd'hui, même la célérité qui entoure la procédure, on comprend que, pour une fois, les concepts de rigueur et de moralisation méritent d'être ressuscités. Vous savez, les gens ont transformé ça en des concepts comiques. C'est-à-dire, je bois, je vole, je mange avec rigueur. Et celui qui parle, je moralise. Mais aujourd'hui, les gens doivent comprendre que l'argent qui sert pour soigner des compatriotes, la vie, sauver des vies, et que des cols blancs bandits tapis dans l'or se mettent à détourner cet argent, ces gens-là, je pense que pour la moralisation de la vie publique, pour le respect de la dignité humaine, ça fait quand même c'est quand même très grave ce que nous vivons. Vous voyez aujourd'hui, je reviens un peu sur les propos de Maître Gueffat. Ce n'est pas le président de la République qui devait initier cette enquête. Le Parlement camerounais, que fait-il? Justement. Que fait-il? Parce que l'une des missions phares d'un Parlement, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Quand des sommes aussi faramineuses sont rentrées dans les caisses de l'État, provenant du Fonds monétaire international, et vous savez... Mais sortez Jean-Michel Nitcheux de ce... Jean-Michel Nitcheux, on voit ses batailles depuis... Non, il avait déjà commencé, mais vous voyez aujourd'hui... Il n'est pas accompagné assez souvent. Oui, le fait majoritaire fait de sorte qu'il est très rapidement noyé dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'écouter. Or, vous voyez aujourd'hui, tout le monde lui donnera raison avec tout ce qui est en train de se passer. Parce que quand vous voyez aujourd'hui une attitude comme celle du chef de l'État, qui demande des audits, qui est, comment dire, il fait une pression en urgence sur le ministre de la Justice, écoutez, rendez-moi des comptes, je veux des comptes. Ça veut dire qu'en réalité, au sommet de l'État, la question se pose avec acuité. Et ça démontre à quel point, Serge Alontou, les gens minimisent la vie, ou du moins banalisent la vie. Parce que pour des questions de santé publique aussi sensibles, l'argent ne peut pas y être injecté pour embourgeoiser les uns et les autres. Donc, les co-auteurs, les trucs que vous évoquez, ce sont eux. Et je vous rassure que dans le cadre d'un État, un État de droit digne de cette appellation, les procédures d'enquête émaneraient du Parlement camerounais. C'est-à-dire avant que le président de la République, parce que ce que le président de la République fait, on pourrait qualifier ça d'un contrôle administratif. Or, le contrôle politique devait d'abord prendre les devants, c'est-à-dire que le Parlement camerounais devait mettre en branle les questions de motions de censure. C'est-à-dire qu'on interpelle le ministre de la Santé qui va répondre sur des questions orales et écrites. On l'a interpellé, il ne s'est pas présenté. Hein. Voilà, il n'a pas décidé d'y aller. C'est encore un acte de défiance terrible par rapport à nos institutions. Donc c'est pour dire que la question choque. Elle touche toutes les sensibilités parce qu'on ne peut pas s'imaginer. Si on peut se laisser aller au vol du riz, voler le riz, mais si c'est de l'argent mis pour sauver... Non, ils n'ont pas volé le riz, ils disent qu'ils ont distribué les gouverneurs ont déchargé. Hein. Et regardez, et en attendant de retrouver l'élément, vous voyez aujourd'hui que depuis pratiquement 3 jours ou 4 jours que cette affaire a enclenché, mais
C'était comme si des responsables avaient gardé les cache-nez chez eux. On constate maintenant que ça se vend, voilà le nom que j'ai pour aujourd'hui, à 100 francs. Ça, c'était 1000 francs. Montez, les camarades de Manuel Diop. Je l'ai eu aujourd'hui à l'entrée, là. Vous dites qu'au début, c'était à combien? Voilà 1000 francs. C'était 1000 francs. Voilà. 1000 francs en mars. Il y a un an, c'est devenu combien? Voilà 100 francs. 100 francs. Ok. Je l'ai eu à 100 francs. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour dire certainement qu'il y a des hauts responsables qui ont gardé tous ces matériels chez eux. Parce que Ils ne s'attendaient pas à la deuxième vague. Bien entendu, rien n'explique qu'il y ait une résurgence de ces matériels qui se vendent comme des bouts de pain chaud. Ça doit donc nous interpeller sur la question de savoir que aujourd'hui, un État, face à une pandémie comme celle-là, et qu'on a de l'argent qui rentre, cet argent se gère comme dans une épicerie. Non, je crois que le président de la République, c'est l'heure de davantage taper la main ferme sur la table. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on ne va aller de tolérance en tolérance. Non, il faut que cela s'arrête. Vous voyez, c'est un peu comme la bonne eau qui étanche la soif. La mauvaise gestion attise le vol. Donc il faudrait que les gens comprennent que tout cela doit s'arrêter et que la vie de l'être humain est l'être humain est irremplaçable. Même par votre feu, on ne vous remplace pas. C'est la raison pour laquelle des questions comme celles relatives à la santé publique sont des questions pour lesquelles, lorsque des dirigeants s'amusent avec de l'argent qui entre de cette manière, je crois que c'est minimiser l'État et c'est minimiser les institutions. Edmond Kouyaté, est-ce que tout ceci arrive au bon moment? Est-ce qu'on n'a pas laissé un peu trop faire tout ce qui se passe là? Parce que le député Jean-Michel Nicheux a commencé à crier. Il ne semblait pas être entendu. Il était même combattu, on va le dire. Maître Ngefak parlait du rôle du Parlement. Est-ce que si le Parlement avait accompagné Jean-Michel Nicheux lorsqu'il a commencé, je crois en juillet 2020, 4 mois après le premier cas, est-ce qu'on en serait là? Non. Disons que, Serge Alain, il faut déjà commencer par rappeler certaines choses. On est là parce que, on débat ce soir parce que le chef de l'État a commandité un audit. L'audit, c'est quoi? C'est l'ensemble des opérations de contrôle, d'éléments organisationnels, n'est-ce pas, pour voir leur conformité avec les règles et les lois en vigueur. Alors, quand vous parlez par exemple de l'honorable Jean-Michel Nicheux, sa première sortie n'était pas seulement pour l'opération Covid. Je me souviens, lorsque il y a eu le problème de la canne, il a fait des sorties. Il a également eu un pamphlet. Vous vous souvenez, il y a certaines déclarations qui sont restées légendaires au Cameroun. Un sac de ciment à 16 000, je sais pas, un camion de sable à 700 000. À 700 000 et tout ceci. Vous voyez, c'est passé comme une lettre à la poste. Et ça, c'est un prestataire de l'État qui avait reçu près de 2 milliards de francs du contribuable. Et il se met à la télévision. Justifié par la mercuriale, comme disait... Oui, il vous dit... Non, il n'y a aucune mercuriale qui demande qu'on vende un camion de gravier à 700 000 francs. Je le mets à défi de me montrer une mercuriale de l'État. Il faut que les gens arrêtent avec l'enfumage. Il n'y a aucune mercuriale de l'État qui demande qu'on vende un camion de gravier à 700 000 francs et un camion de sable à 70 000 francs et un sac de ciment à 16 500 francs. Ça n'existe pas. Donc ça, c'était une opération de vol qu'ils ont organisée et c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. C'est resté lettre morte. L'honorable Jean-Michel Nicheux avait fait une sortie. À l'époque, beaucoup d'autres personnes ont fait des sorties, mais on a dit seule opposition. Mais il faut qu'on apprenne à être un peu sérieux dans notre République. Voyez-vous, je crois que beaucoup de gens se lèvent aujourd'hui pour mettre à l'index uniquement le ministre de la Santé. Mais je dois vous dire que le ministre de la Santé n'est pas seul qui a géré les fonds Covid. Il y a également, vous vous souvenez, il y a un ministre qui s'est baladé dans toute la République pour partager les seaux maçons avec des morceaux de savon. Je vous ai dit que quand on parle d'audit, c'est l'ensemble des opérations de contrôle, d'éléments organisationnels. Franchement, est-ce que vous pouvez répondre à un auditeur, que ce soit national ou international, que face à une pandémie, vous avez mobilisé l'argent du contribuable pour acheter les seaux maçons devant une crise où on demandait aux gens
d'acheter, de porter des masques et d'avoir au moins des gels hydroélectriques. Au lieu que ce ministre dépense de l'argent pour acheter, n'est-ce pas, des masques, le docteur Illusion Essomba vous disait encore tout à l'heure qu'à l'époque, le masque coûtait 1000 francs. C'était pas à la portée du premier Camerounais. Donc, les gens se battaient. Vous voyez des gens qui attachaient le nez avec des foulards, avec du n'importe quoi. Ce ministre a dépensé de l'argent du contribuable. Et il a baptisé ça don spécial du chef de l'État. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Acheter des seaux maçons avec des morceaux de savon. Oui, on peut dire que le morceau de savon, c'était pour laver les mains. Mais ce dont on avait le plus besoin, c'était des masques, c'était du gel hydroalcoolique qui n'était pas à la portée de tout le monde. Mais au lieu de faire cela, il a acheté des seaux qu'il distribuait lui-même. C'est lui-même qui était sur le terrain. Il a peur qu'on détourne, non? Ben voilà. C'est mauvais quand c'est lui-même qui détourne, qui distribue. Non, mais sauf qu'il avait peur qu'on détourne, mais quand même, attendons. Donc, il a peur de ses gouverneurs dans les régions, il a peur de ses préfets, il a peur de ses sous-préfets. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas assurer, n'est-ce pas, la distribution de cette histoire? Vous vous souvenez, il y a une vidéo qui est devenue virale avec une phrase restée légendaire d'un chef traditionnel répondant à un sous-préfet, à une autorité administrative, préfet ou sous-préfet, ça ne m'intéresse pas. Mais il avait raison, le pauvre. À quoi vouliez-vous, après avoir fait une distance de près de 200-300 km, vous lui brandissez un seau et quelques morceaux de savon pour toutes ces populations? Mon Dieu, il fallait au moins lui donner... Cela allait se placer au niveau de la place du marché. C'est la question que je me pose. Le village devait venir se laver les mains. Il devait mettre le seau au centre du village et puis tout le monde devait... Et les autres chefs qui ont pris ce seau, comment ça se passe? C'est justement pour ça que j'ai dit qu'il faut que nous soyons sérieux. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que cet audit soit sérieux. Serge Alain, à la faveur de la pandémie, le chef de l'État a créé un fonds spécial Covid où il a lui-même mis 1 milliard. Et les Camerounais, tous les fonctionnaires ont contribué. Docteur Luison Essomba, vous êtes fonctionnaire. Bien entendu. Si vous n'avez pas cotisé, tout le monde a cotisé. Je veux dire, les entrepreneurs ont cotisé, les agents économiques, les opérateurs économiques ont cotisé. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un nous a dit combien est-ce qu'à la fin, ces fonds ont donné? Ce fonds a donné quel montant? On a dépensé combien? Comment? Pour faire quoi? Quel est le compte d'emploi qui a été mise à la disposition des Camerounais pour leur dire voilà l'argent que vous avez cotisé, voilà à quoi cela a servi. Quel est le compte d'emploi qui en a été fait? Rien. Donc il faut que cet audit soit sérieux. Il faut que les gens arrêtent de prendre des Camerounais pour des ploucs. Nous ne sommes pas des ploucs. Et à chaque fois que vous voulez poser une question, on dit c'est un opposant, il est du MRC. Parce que c'est aujourd'hui devenu une politique de bouc émissérisation. À chaque fois qu'on veut noyer le poisson, on évoque le MRC comme si c'était des extraterrestres, comme si c'était des personnes qui n'ont pas voix au chapitre. Mais non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça, qu'on devienne sérieux dans ce pays. Il faut que nous sachions qu'est-ce qui est devenu en dehors des fonds qui ont été mis à disposition par les partenaires internationaux multilatéraux comme le FMI, la Banque mondiale et l'ensemble des organes. L'OMS par exemple, l'OMS a mis de l'argent dans cette histoire. L'OMS a mis combien? Demain on va vous dire, entre 2020 et 2021, la dette du Cameroun a augmenté de 734 milliards. Mais sauf que le Camerounais, parce qu'en 2019, la dette, n'est-ce pas, du Cameroun était à 10 000 milliards. Aujourd'hui, c'est à 10 734 milliards. Mais alors, le Camerounais qui nous regarde, quand il entend ces chiffres tous les jours, il a bien envie de se demander, mais 734 milliards, ça a servi à quoi? Qu'est-ce que ça a amélioré dans mon quotidien? Est-ce que c'est une nouvelle route? Est-ce que c'est un plateau technique d'hôpital qui s'est amélioré? Est-ce que quand je vais à la Quintini, au lieu de voir cette peinture terne qui m'accueille et qui ajoute à ma maladie, est-ce que je vois autre chose? Quand il se dit, est-ce que quand je pars de Yaoundé pour Douala, est-ce que je vois que quelque chose s'est amélioré? Il ne voit rien et il se pose des questions. Demain, on va même mettre la pression pour rembourser cet argent parce qu'il faut le dire, c'est le Camerounais qui va rembourser cet argent. Ce n'est pas le ministre qui va rembourser cet argent. Ce n'est pas les directeurs généraux qui vont rembourser cet argent. C'est le Camerounais et tous les Camerounais parce que nous sommes tous des contribuables. Demain, lorsque nous allons transpirer pour rembourser cet argent, mais il faut quand même qu'on se dise, bon sang, ça a servi à quelque chose. Ça a servi à quoi? Et donc, pour répondre à votre question, il ne faudrait pas qu'on commette un audit uniquement parce que nous avons reçu la pression extérieure. Il
faut qu'on apprenne à être sérieux dans notre pays. Il n'y a pas de gestion sans reddition des comptes. Lorsqu'on est appelé à gérer la chose publique, et on parle bien de la chose publique, il faudrait que les gens intègrent la notion de la chose publique. La chose publique, c'est la chose qui appartient à monsieur tout le monde, parce que c'est tout le monde qui contribue pour faire en sorte qu'il y ait l'existence de la chose publique. Et donc, quand on gère la chose publique, il faudrait qu'on se rende compte à un moment donné qu'on a l'obligation de reddition de comptes. Si vous parcourez, n'est-ce pas, les sites, le portail de l'ensemble des ministères qui ont géré les fonds Covid, on va vous dire, ministère de la Recherche scientifique, 6,5 milliards. Mais bon sang, elle nous avait même promis des chloroquines, qu'elle allait nous produire de la nivaquine. Au moins, ça aurait pu nous aider à combattre le paludisme. Rien n'a été fait. Le ministre de la Défense, 2,5 milliards. Ça a servi à quoi? On ne sait pas. Le ministre de la Communication en a reçu. À un moment, on nous a même dit qu'on a partagé l'argent au gouverneur et au préfet pour lutter contre les... Mais il faut qu'on arrête de jouer avec l'argent public. Il faut qu'on arrête ça. C'est l'argent public. C'est votre argent, c'est mon argent. En fait, c'est votre sueur, c'est ma sueur. Lorsque vous travaillez dur, on vous prélève l'impôt. Que ce soit le fonctionnaire, quand il prend son bulletin, il voit qu'on lui a prélevé des taxes. C'est pour cet argent-là. Il faut qu'on ait l'impression que les gens qui gèrent cet argent le gèrent à bon escient. Et donc, l'audit ne doit pas seulement être parce que nous voulons répondre aux partenaires pour bénéficier davantage de l'argent. Il faudrait que l'audit soit propre parce que la gestion de la chose publique doit être saine et doit obéir à des canons, à une certaine déontologie et à une certaine probité morale. Oui. Donc, moi, je pense que voilà. Vincent de Poulquier, est-ce que vous comprenez cette volonté des Camerounais à vouloir qu'on leur rende absolument compte par rapport à tous ces fonds qui sont tombés par rapport au Covid? Enfin, je voudrais dire de manière claire que... Alors qu'il y a d'autres scandales. Les Camerounais ont un problème avec la gestion de la chose publique. Oui. Les Camerounais, d'une manière générale, ont un problème avec la gestion de la chose publique. C'est bien qu'on s'assied ici et que l'on en parle. Mais je vous dis qu'il n'y a pas que ceux que nous imaginons. Oui. Il n'y a pas que ceux que nous imaginons. Imaginez-vous par exemple que tous les dons en matériel qui sont arrivés au niveau du ministère de la Santé ont été dispatchés dans les 10 régions. Les sacs de riz par exemple, les savons et les différents seaux sont arrivés dans les régions. Il fallait donc les dispatcher dans les départements, dans les arrondissements, dans les quartiers. Mais j'ai été témoin au niveau de Niala, où j'habite, des sacs, des paquets de riz, d'huile et de savon qu'on remettait aux membres d'un parti, aux militants d'un parti, qu'on appelait à l'appel. On l'appelait tel, il venait chercher. Qu'est-ce que vous appelez paquet de riz? On a remis 4000 sacs de riz. Paquet de riz, c'est quoi? Le ministre de la Santé a bien expliqué que le matériel qui est arrivé, il a dispatché dans les 10 régions. Oui. Alors, je suppose que c'est venu en sac de riz. Maintenant, pour faire le dispatching, il fallait bien qu'on fasse des petits paquets. Oui. Donc, c'est de ces paquets-là dont il était question. Et puis, il y a des responsables qui avaient déjà dans leur véhicule des cartons de savon. Des responsables, ici au niveau de la ville de Douala uniquement. Donc, je dis que les Camerounais ont un mauvais rapport avec la gestion de la chose publique. Et ça, il faut qu'on le dénonce. Ce n'est pas seulement ces dirigeants-là. Nous avons vu ça dans un parti politique où la collecte des fonds a causé problème. Toujours par rapport à cette Covid-19. Donc, les Camerounais doivent apprendre à respecter la chose publique. Lorsqu'on vous confie la gestion de la chose publique, vous devez savoir que vous avez des comptes à rendre et vous avez l'obligation de respecter le cahier de charges. Donc, quand on nous demande aujourd'hui, c'est un système qui existe. Et pourquoi vous pensez que c'est seulement avec la gestion des fonds de Covid que le fonctionnement allait changer? Non, c'est le même fonctionnement qui a toujours existé. On a connu ça avec tous les projets. Vous voyez le tronçon sur l'axe lourd dans la ville de Douala, la sortie est. Oui, oui. 88 milliards. 88 milliards. Sur combien de kilomètres? 14 kilomètres. Mais c'est là, le ministre des Travaux est venu ici.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de prestataire et jusqu'à aujourd'hui, les travaux sont arrêtés. Non, c'est pas le cas. Il était surpris de trouver Oui. le prestataire. Il lui a demandé qui vous a mis là. Les conséquences. Il a donc changé de prestataire. Il y a Non, il a constaté qu'on a changé. Parce qu'il était surpris de voir les Chinois. Il demande comment vous avez fait pour arriver là. Non. Après les Chinois, Oui. il y a un autre prestataire qui est arrivé. C'est Razel, pour ne pas parler de McGill. Razel. Oui. Donc, qui a commencé à faire les travaux. Et nous les avons vus s'activer pendant le Chan. Et juste après le Chan, tout s'est arrêté. Donc, c'est autant de choses qu'ils ont été habitués à faire, que le système favorise, parce qu'on ne rend pas compte, parce qu'on est là par rapport à des affinités politiques. Les gens sont là par rapport à des affinités politiques. Et tant qu'ils satisfont leurs principaux responsables, ils n'ont pas de soucis. Maintenant, c'est un cas exceptionnel parce qu'il y a un acteur extérieur qui vient jouer les troubles faits. Et là, qui pour libérer la deuxième tranche exige qu'on lui rende compte de l'utilisation de la première. Et c'est d'où tout ce branle-bas que nous observons là. Donc, si on veut, et je redoute tout simplement que l'on ne fasse une justice expéditive, qu'on ne sacrifie quelques-uns parce qu'on a besoin d'un financement. Si on veut faire cet audit et si on veut aller jusqu'au bout, qu'on contrôle toute la filière, je vous dis, vous serez surpris par ceux qui seront pris. Vous serez surpris, c'est toute une chaîne. Jusqu'au plus bas niveau tel que je l'ai expliqué là tout à l'heure. Tous ceux qui y ont touché, tous ceux qui ont touché à la gestion de ces fonds-là, pour la plupart, ont été responsables d'un comportement blâmable. Et ça, c'est la mentalité des Camerounais. Et il faudrait qu'on le souligne très haut et fort ici, là, pour condamner cette manière de se comporter. Il faut qu'on respecte la chose publique. Serge Alain, depuis que mes copanélistes ont pris la parole, je cherche les arguments pour défendre le gouvernement. Ils vous ont envoyé le défendre? Je me bats, mais je ne parviens pas. Parce que, voyez-vous, en 2020, l'État a reparti les fonds de solidarité entre 25 institutions de la République. Il y a le MINFI, il y a le MINCOM, le MINJES, la Cour suprême, le MINMI, le MINTE, ainsi de suite jusqu'à la présidence de la République, pour 180 milliards de francs. Bon. Est-ce que la Chambre des comptes a épluché les comptes rendus de ces 25 institutions? J'attends de voir. Est-ce que, je cherche tous les arguments, est-ce que le système RDPC, subitement, qui est installé depuis 40 ans, pouvait changer de philosophie, pouvait changer de mentalité en présence du Covid-19? Tout le monde a rêvé, moi j'ai rêvé. Mais, vous savez, les habitudes ont la peau dure. ce n'est même pas les habitudes. Le virus, c'était déjà métastasé. Donc ça a pris tout le corps. Ça ne pouvait pas changer. La réalité dans ce dossier, c'est que, comme d'habitude, ils ont cru que le Fonds monétaire international, c'était le trésor public. C'est-à-dire chacun s'assoit à étudier, il dit envoyer, et puis la voiture monte avec. Non. Comme ils avaient déjà programmé 2 tranches, la première tranche est venue, ils ont cru que c'était au trésor. On dilapide vite, et puis on fait le budget, on programme comment on va dilapider la deuxième tranche. Et puis la barrière se referme petitement. La question que je me pose toujours, c'est est-ce que le RDPC va s'en sortir dans ce dossier? Parce que ceux qui ne sont pas dans le RDPC, ou bien qui sont pour le RDPC, et disent ce n'est pas bon. Saint-Éloi Bidou est l'exemple. Dès que ce n'est pas bon, ils ont une technique de 8.2 pour extirper ceux qui peuvent voir clair. Est-ce que, docteur Louison, je vous écoute dans votre plaidoirie, mais qui est à l'Assemblée nationale? C'est le RDPC fourre-tout. Ils ont un mot-clé, la discipline du parti.
on vole ensemble, on vole ensemble. On se tait ensemble, celui qui lève la tête quitte la barque. Personne ne peut quitter la barque parce qu'il y a encore 180 milliards qui arrivent. Chacun attend de manger. Chacun attend. On a fait les projets. Et puis bon, si ça attrape tout le monde. Donc nous comprenons, à l'heure actuelle, ce qui se monte là, c'est les pièces du puzzle pour forcer le Fonds monétaire international à libérer ce fonds. Donc moi, je n'attends rien de cette justice. Je sais que c'est des cartes pour mettre la pression sur le Fonds monétaire que vous voyez. Les petits individus qui ont piqué un peu, nous les avons attrapés, ils sont à Kondengui. Et puis bon, envoyez-nous encore. Et on recommence. C'est un système. Sincèrement, tant que le système n'est pas chassé, tant que le système n'est pas revu en profondeur, tant qu'il n'y a pas un nettoyage de cerveau, nous vivrons les mêmes choses. Placés dans les mêmes conditions, nous vivrons les mêmes trucs. Donc la corruption, elle est plus qu'une pandémie. Elle est endémique. Voilà. Voilà, docteur Lison Nsoma, cette enquête judiciaire peut-elle permettre à mettre la main sur, comme dit cette correspondance, mettre la main sur tous les auteurs, tous les co-auteurs, ainsi que tous les complices? Ce serait énorme, là. Bien entendu, c'est le vœu le plus souhaité et le plus souhaitable que tous ceux-là qui ont mangé l'oie du roi, même 100 ans plus tard, doivent rendre les plumes. Et c'est une évidence. Parce que, écoutez, je le disais tout à l'heure et je le martèle encore, c'est j'allais autour. Voilà un État, comme quelqu'un disait, qui s'essouffle, qui se meurt. Ok, permettez, on va revenir après le journal parce qu'on fait des grands signes. Dans un instant, dans le 20h de Cédric Noufélé, avant cela, une page de pub. Nous avons tous vécu ces moments.